Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de vérité en compagnie d'un invité. Comment la vérité change d'une personne à l'autre, mais aussi de quelle manière elle peut, par exemple, amener le mensonge. C'est ce que nous allons discuter dans ce 58e épisode. Bienvenue dans ce 58e épisode. Je suis contente de vous retrouver cette semaine en compagnie d'un invité pour parler d'un sujet très vaste, presque philosophique par moments, mais qui est sans aucun doute un concept omniprésent tous les jours de notre vie. Et pour parler de ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui David. Bonjour David. Bonjour Patricia. Merci d'être présent aujourd'hui pour cet épisode. Merci, ça me fait très plaisir en tout cas de participer. Aujourd'hui, donc, on va parler ensemble d'un sujet qui nous intéresse et qui nous touche tous, la vérité. Mais du coup, avant ça, est-ce que ça te dirait peut-être te présenter pour que les personnes qui nous écoutent sachent qui tu es? Je m'appelle David, comme tout le monde le sait, j'ai 30 ans. J'habite dans le canton de Neuchâtel. Je suis quelqu'un, on va dire, de jovial. Et je suis mordu de sport à sensation, typiquement comme la via ferrata, d'escalade, le VTT. Sur le côté donc professionnel, j'ai un diplôme d'électrotechnicien et actuellement je me reconvertis dans la psychologie. Ok, c'est super intéressant et justement ça tombe bien parce que comme ça, t'as vraiment cet intérêt. D'ailleurs, c'est toi qui as proposé ce thème et c'est vrai que je trouve important de l'aborder parce qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre à la vérité, hein. Et ce qui est englobé dans la vérité, il y a beaucoup de choses. Le mensonge, les doutes, les préjugés, l'interprétation personnelle. Et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors si ça te va, je vais peut-être commencer par poser une sorte de définition de la vérité. Ensuite, ça va automatiquement soulever des questions et amener des réflexions qu'on pourra commenter, si ça te va. Alors, dans les dictionnaires que j'ai regardés, donc la vérité est définie de plusieurs manières. Parfois, la vérité, c'est une connaissance conforme au réel qui est opposée à l'erreur, à l'ignorance ou au mensonge. Dans d'autres dictionnaires, on dit que la vérité, c'est une adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense, ou bien encore caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît. Et en fait, la définition, on va dire encore plus simple de la vérité, ça pourrait être la suivante: ce que l'on dit ou ce que l'on pense est vrai quand ce que nous avons en vue existe vraiment tel que nous le disons ou nous le pensons, pardon. C'est un petit peu confus, mais donc de ce fait, la vérité, c'est vraiment l'image correcte ou la connaissance que nous avons de la réalité. Bon, je sais pas toi, mais je trouve que justement, on est encore un peu dans le flou avec ces définitions. Comment on peut dire que la vérité, c'est une connaissance conforme au réel? En fait, c'est quoi le réel? Ou pire encore, quand la définition, elle dit caractère de ce qui est bien tel qu'il apparaît, c'est vraiment vague. Je sais pas toi, mais on a déjà vu cette expérience, par exemple, du crayon dans un verre d'eau. Tu sais, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est cassé. Et en fait, on sait très bien que c'est juste une illusion d'optique et qu'il n'est pas cassé, quoi. Mais ça, en fait, c'est ce qu'il apparaît. Ce qu'il apparaît, c'est qu'il est cassé. Mais du coup, c'est pas la vérité, tu vois. Donc, en vérité, il est bien entier. Et c'est ça, justement, qui est un peu compliqué avec la vérité. C'est que parfois, on pense qu'il y a une seule vérité. Et en fait, on se rend compte qu'elle a tout à voir avec notre propre vision, la manière dont on voit la chose, nos connaissances propres aussi. Tu vois, typiquement, moi, je sais bien que le crayon, il est entier parce que j'avais déjà connaissance de ce truc, de cette illusion. Mais par exemple, pour un enfant qui connaît pas cette illusion et cette expérience et qui voit ça pour la première fois, pour lui, la vérité, c'est que le crayon, il est déformé. C'est sa vérité. Alors, comment on peut être sûr et certain qu'une vérité existe et qu'elle est conforme au réel, entre guillemets, alors que ça peut dépendre de beaucoup de facteurs externes? Oui, alors c'est vrai que pour moi,
La vérité est clairement une discussion sur qui a raison. On connaît tous cela dans nos couples, avec nos amis, au travail, dans les religions. Une phrase que j'adore, c'est dire, qui résume bien, c'est la vérité tue tout. Celui qui vraiment détient, arrive à vendre sa vérité, bah du coup il a gagné en fait, il a gagné sur l'autre. En tout cas moi ça me donne la niaque, c'est un de mes défauts et de vouloir avoir raison, mais en même temps j'adore être obstiné, à remettre en question, à douter pour chercher la vérité. Quand tu dis que tu veux chercher la vérité, ça veut dire que tu procèdes comment si tu veux chercher cette vérité justement? Tu vas lire des livres, tu vas... je sais pas moi, te concentrer sur les dires de spécialistes, tout ça, ou c'est un peu ça en fait que tu dis? Exactement, alors c'est que moi, mon recueil de données en fait, pour avoir un point de vue, j'ai eu acquis via un professeur donc, de philosophie qui est à Paris, qui lui aussi donne des conférences étatiques dans les milieux hospitaliers, et dont lui en fait filme ses cours audio sous forme d'audio. Et voilà, moi j'ai appris là-dessus, donc énormément là-dessus, et en même temps sur des livres philosophiques. Ça énormément, que j'essaie d'appliquer en plus de ça au quotidien pour essayer d'analyser quelles sont les méthodes, un peu une méthodologie pour être appliquée au jour le jour. Parce que justement, tu vois, alors là, c'est très intéressant parce que c'est un philosophe, hein, c'est ça que tu m'as dit aussi. Tout à fait, c'est un philosophe, voilà. Oui. Donc lui, son but, c'est vraiment d'aller au fond des choses, d'aller au fond des concepts. Cette notion de vérité, c'est vraiment difficile parce que, comme on disait au départ avec cette illusion d'optique, on a chacun notre propre vision des choses. Et notamment, par exemple, tout bête, l'éducation qu'on a reçue, ça va nous faire voir le monde et donc la vérité d'une certaine façon qui ne sera pas pareille que celle de tes amis par exemple. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Alors c'est vrai que du coup on a tous notre contenu qui nous a été donné donc, par nos ancêtres, hein, d'ailleurs si on peut dire comme ça. C'est une réaction en chaîne. Mais voilà, nous je pense que notre but à chaque fois justement pour la vérité c'est de chercher des détails, c'est de se remettre en question sur des choses qu'on prend pas conscience tout de suite justement. Aller chercher des éléments qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas acquis pour pouvoir justement les appliquer dans notre questionnement en fait sur soi. Je pense que c'est vraiment ça. Donc pas juste se baser sur ce qu'on a appris, on va dire de base, mais vraiment se dire est-ce que c'est vraiment la vérité, est-ce que c'est vraiment tel que on m'a raconté, et puis du coup d'aller, c'est ça, chercher en fait. En même temps chercher son raisonnement en fait, le pourquoi est-ce que nous en fait on pense comme ça. Voilà, c'est surtout ça la vérité, c'est voilà pourquoi je pense comme ça. Si on arrive à déterminer le pourquoi on pense ça, on a la capacité de remettre en question. Donc voilà, la vérité c'est ça aussi, c'est le pourquoi je pense comme ça. Si à chaque fois on arriverait à appliquer ça, la notion de vérité se trouve plus facilement applicable et en tout cas à expliquer son point de vue du coup se tourne plus facile. Ouais, la remise en question c'est hyper important en fait, de pas gober si je peux dire un peu négativement, mais voilà, tout ce qu'on nous dit, que ce soit à la télé, que ce soit je sais pas, nos amis, enfin voilà, on sait tous très bien qu'à un certain moment donné dans notre vie on a cru quelque chose qui était faux. Enfin, je sais pas, par exemple le Père Noël, je sais pas si toi tu y as cru quand t'étais enfant. Moi c'est quelque chose qu'on m'a en tout cas appris quand j'étais jeune, qu'il y avait un Père Noël et tout ça. Toi en étant enfant tu y crois à fond. C'est vrai. Tu sais que tu dois être sage parce qu'il y a le Père Noël qui va t'apporter des cadeaux à Noël, tu sais que tu dois être sage parce que sinon tu auras du charbon, enfin tout ça. C'est vrai. Et c'est vraiment, alors soit quand tu grandis, tu commences à te faire tes propres justement idées et te dire bon, est-ce que ça existe vraiment? Parce que moi j'ai des amis qui me disent que ça n'existe pas, j'ai d'autres amis qui y croient, et là tu vas chercher, alors soit tu vas chercher dans les livres, soit tu demandes à des plus grands, et là tu te rends compte qu'en fait il y a plusieurs vérités, et jusqu'à ce que tes parents te disent bon effectivement ça n'existe pas. Ouais. Bon, mais c'est justement cette recherche de vérité qui commence au final très tôt, aussi, quand on se rend compte de tout ça avec toutes ces... la petite souris pour les dents, enfin tout ça quoi. Et justement, et là, du coup, la vérité, en fait, c'est quelque chose d'important parce que si on nous dit ces choses-là, c'est qu'il y a quand même un objectif derrière. Donc, ça veut dire que même la vérité, du coup, on va en discuter, donc a des objectifs. Puis, du coup, la vérité a un impact qui est quand même très important parce que, comme tu dis, pour le Père Noël, pour moi, quand ma mère m'a annoncé que le Père Noël n'existait pas, je lui ai dit, maman, tu m'as menti toute ma vie. Donc, c'est vraiment quelque chose, la vérité n'est pas à prendre à la légère parce que, du coup, quand on nous dit quelque chose et quand on y croit, et du coup ça nous pousse à avoir des réflexions et à faire des actes en fonction du coup de nos croyances. Donc d'où l'importance de la vérité sur ce que l'on fait dans la vie en général. C'est vrai, un des aspects. C'est super intéressant ce que tu dis, effectivement, de se dire que la vérité, c'est vraiment quelque chose qui va nous pousser ensuite à agir en conséquence de cette vérité.
et on se rend pas compte en fait de cette puissance-là. Et comme tu disais au départ que la vérité, elle a toujours un but. Quand on dit quelque chose, c'est toujours pour un but. Ben justement, est-ce qu'on pourrait aussi dire que la vérité, c'est le pouvoir, c'est avoir du pouvoir? Parce que, prenons l'exemple d'un médecin. Lui, il a une certaine vérité, c'est la vérité de la science. Lui, il sait comment soigner les gens. Toi, tu vas chez un médecin, voilà, t'es malade, tu lui fais confiance avec sa vérité à lui, ses études, ce qu'il a appris pour te soigner. Bon, là, c'est le pouvoir, mais dans le bon sens. Je veux dire, lui, il a tout intérêt à te soigner, c'est son métier, c'est son rôle. Mais par exemple, quelqu'un qui aurait connaissance de quelque chose, mais qui prendrait avantage de ça pour l'utiliser à mauvais escient contre toi. Imaginons, t'es quelqu'un qui a envie d'acheter une maison, mais tu connais rien au marché immobilier, et tu te fais un petit peu avoir par quelqu'un qui a conscience et connaissance de ce marché immobilier, de la valeur, voilà, il a fait des études dedans, il sait, et pour avoir une plus grande marge, en fait, il va te vendre la maison plus cher que ce qu'elle vaut réellement dans le marché. Ben, là, du coup, la vérité, il a le pouvoir, et en fait, il l'utilise à mauvais escient. C'est juste, c'est vrai. Et c'est qu'on le voit beaucoup, hein, mais typiquement dans tout ce qui est aussi les tribunaux. Donc c'est une lutte de la vérité pour pouvoir gagner. Justement, c'est celui qui arrive à donner sa vérité comme telle qu'elle est valable pour tout le monde, pour la majorité, à gagner. Donc c'est vrai que du coup, c'est aussi le pouvoir de ce côté-là. Et donc la vérité, c'est une quête permanente pour pouvoir justement pouvoir se défendre et assurer ses arrières. Dans les tribunaux, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est cette recherche de vérité. Parce que t'as quelqu'un qui a une vérité A, puis quelqu'un qui a une vérité B. Je sais pas, y a une personne qui est accusée d'avoir tué une autre, voilà, à l'extrême. Et là, tu vas à la recherche de preuves. Et au final, de toute façon, tu sais que tu vas avoir la vérité à la fin, dans le cas où les affaires sont résolues, évidemment. Hein, parce que tu as la science, tu as les analyses ADN, t'as, je sais pas, les caméras de sécurité qui ont filmé que effectivement tu as bel et bien tué la personne. Et là, tu peux pas aller contre ces faits parce que c'est des faits avérés. Là, tu peux pas. Mais dans le cas où c'est beaucoup plus subtil que ça, où il n'y a aucun témoin, où il n'y a pas de caméra de surveillance, où parfois il y a ton ADN, mais c'est pas vraiment, comment dire, ou peut-être t'avais un alibi. Enfin, des fois, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le film, je t'en avais déjà parlé, c'était 12 hommes en colère. Donc pour ceux qui le connaissent pas, je vous le conseille parce qu'il est vraiment top. C'est un film, alors il date de 1957, et donc c'est un drame judiciaire, c'est un film américain, et si tu veux, on va trouver 12 personnes qui en fait font partie d'un jury, qui doivent débattre sur le sort d'un jeune homme, je crois qu'il a 18 ans, qui aurait tué une personne, sauf erreur, hein, ça fait un moment que je l'ai vu, mais c'est comme ça. Et en fait, tout le film se passe en huis clos, ils sont dans une pièce et ils doivent débattre là-dessus. On voit justement les personnages, alors peut-être qu'il y a la moitié qui est pour le fait qu'il soit condamné, qui est certain, enfin cette partie-là est certaine vraiment qu'il est coupable, et l'autre moitié, ils sont pas trop d'accord et puis ils disent non, écoutez, il y a ça à prendre en compte, voilà. Et c'est intéressant de les voir changer d'avis parce qu'au bout d'un moment, vous imaginez bien qu'ils vont se mettre d'accord, et c'est tout ce cheminement qui va durer plusieurs heures qui fait que voilà, comment est-ce qu'ils vont arriver à sortir la vraie vérité au final. Donc voilà, c'est un très bon film à regarder. Si vous l'avez pas encore vu, je mettrai si jamais le lien en barre de description avec le titre. D'ailleurs, je vais juste vous mettre un petit extrait maintenant, histoire que vous vous fassiez une idée. Et attention, en fait, il n'y a qu'un seul témoin oculaire. L'autre personne a prétendu avoir entendu des cris, avoir vu le gosse s'enfuir ensuite, et il y a une foule de preuves par présomption, mais l'accusation ne repose en fait que sur 2 seuls témoins, c'est tout. Eh bien, ils ont pu se tromper. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont pu se tromper? Et pourquoi avoir des témoins dans ce cas-là? Était-il impossible qu'ils se trompent? Que voulez-vous insinuer? Ces braves gens ont prêté serment? Mais ce ne sont que des êtres humains. N'auraient-ils pas pu se tromper? Eh bien non, je ne le crois pas. Vous le savez? Mais qui peut savoir ces choses-là? Est-ce qu'il s'agit d'une science exacte? C'est ce que je dis. Comme je disais, là, on va découvrir la vérité. Et justement, j'ai une question à te poser, David. Est-ce que tu dirais que l'affirmation que la vérité se sait toujours, ou la vérité éclate toujours au grand jour, est-ce que pour toi elle est juste?
Alors c'est que pour moi, je suis un fervent croyant, on va dire que oui, hein. Pourquoi? Bah déjà si dans certains cas, donc comme si on prend le cas du meurtre, moi je suis un fervent croyant que du coup avec le temps, la technologie développe les moyens qu'on connaît pas justement. C'est ça qui est c'est un peu le challenge et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que voilà, il y a quelques années en arrière, on n'avait aucune idée de voilà des avancées technologiques qu'on pouvait avoir pour savoir donc tout ce qui est ADN. Typiquement, donc à l'époque, si on se posait cette question, ça se trouve ils auraient la même réponse que nous. Donc, qui dit qu'on va trouver une solution avec la technologie plus tard, dans 10, 20, 30 ans, 100 ans, et qu'en tout cas, sur la plupart des choses, on aura un détail, en tout cas, neuf, sur ce qu'on ne comprend pas actuellement. Donc pour moi, la vérité, oui, éclate le plus souvent au grand jour, plutôt que reste dans l'inconnu. Si on parle effectivement de toutes ces affaires non résolues, effectivement, je pense que la vérité pourra un jour ou un autre, du moment que la technologie aura assez évolué, Puis peut-être même qu'on au niveau arrivera... comportement, hein, finalement, même si on essaie de, voilà, si on rentre après un peu dans tout ce qui est mensonge, donc le contraire à la vérité, même si on ment, en fait, on sait très bien qu'on va avoir souvent des habitudes, vu qu'on n'a pas l'habitude de mentir, on va avoir des attitudes, des mots, on risque souvent de se dévoiler en fait par soi-même en fait. Donc la vérité en fait est quand même attirée par elle-même en fait. On a tellement l'habitude de mettre ça en valeur que on va toujours faire en sorte des petites erreurs, même si on veut la cacher. Qu'elle apparaisse en fait. Alors c'est très intéressant cette discussion justement sur le mensonge et on va y revenir tout de suite après. Mais il y a un sujet que j'aimerais bien aborder parce que je trouve que ça a tout à voir justement avec ces facteurs qui peuvent influencer notre vision de la vérité. Et en fait c'est les préjugés. Donc les préjugés, on en a vraiment mais partout. Et j'ai l'impression vraiment que ces dernières années, avec tout le mouvement justement Black Lives Matter et tout ça, on a vraiment cette notion de préjugé qui est revenue à la surface et qu'on se rend compte à quel point elle est importante dans notre société et à quel point ça peut vraiment faire du mal. Et je pense que c'est important qu'on en parle parce que les préjugés, c'est une façon de voir la vérité. Pour toi, qu'est-ce qu'est un préjugé? Alors pour moi, un préjugé, c'est un peu comme une stigmatisation, si on peut dire. Préjugé, c'est voilà, c'est une pensée ou c'est une définition qu'on a d'une certaine chose, d'une personne, alors qu'elle ne reflète pas en fait forcément ce qu'elle est. Et c'est là toute la force des préjugés. C'est que moi, si je le prends comme ça, je dirais que plutôt c'est un instinct de défense qu'on a tous, le préjugé, parce qu'on a tous vécu. En fait, souvent le préjugé se crée dans la première expérience de vécu de la chose qu'on garde en fait, qui peut être de nous-mêmes l'expérience ou être reflétée par plusieurs générations et elle se répète. Alors justement, voilà, si on vit l'expérience d'une cité française, hein, si on va dans une banlieue puis qu'on se fait agresser une fois, et bah du coup ça va nous rester. Donc on va créer un préjugé. Donc on sait que voilà, le préjugé, c'est que si je vais dans une banlieue, je peux me faire agresser. Donc instinct de défense, la deuxième fois qu'on y va, et on va être sur nos aguets, on va faire attention. Donc voilà, donc du coup, si on va discuter, on va forcément le dire, attention, si tu vas dans la cité, et bah tu vas te faire agresser, parce que c'est une expérience qu'on a eue. Et donc voilà, des préjugés se créent par les expériences. Pour le côté. Donc soit comme tu dis, soit on a vécu cette expérience et du coup on garde une sorte de traumatisme et voilà, ça devient un préjugé qui se solidifie par la suite. Et soit c'est générationnel, on va dire, et que toute notre famille a toujours cru que... voilà, peut-être certaines nationalités étaient, je sais pas, violentes, malhonnêtes et tout ça, juste parce qu'un petit groupe était comme ça. Bon, je vais prendre un exemple comme, voilà, après le 11 septembre 2001, bon, bah, on sait ce qui s'est passé et effectivement, il y a eu cette peur des étrangers, surtout, voilà, d'une certaine nationalité et ça a créé vraiment ce préjugé parce que ça a été tellement un traumatisme mondial pour tout le monde. C'est d'ailleurs après ça que aux aéroports, maintenant, on a tous ces contrôles. C'est justement à cause du 11 septembre. Alors qu'avant, tu passais... Enfin, il y avait beaucoup moins ce genre de peur. Soit c'est quelque chose qui s'est passé mondialement et du coup, on a ces préjugés. Soit c'est dans la famille, voilà, il y a une certaine personne qui a fait du mal et donc du coup on se dit que toutes ces personnes qui ressemblent à cette personne sont forcément pareilles. Donc comme tu dis, c'est un instinct de protection au premier abord. Exactement. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment on peut aller contre ces préjugés. Parce qu'au final, le but, je suis pas sûre que c'est d'aller vers les personnes qui ont ces préjugés et qui ont des fois des comportements totalement... qui ne sont pas justes, hein, on est d'accord. Mais je sais pas si aller vers ces personnes et leur dire « tu as tort », c'est vraiment régler le problème.
Parce que vu qu'on sait d'où vient un préjugé, on sait que le but, ce serait plutôt de leur proposer de revoir leur... Exactement, ça serait plutôt pour apporter donc, une méthode qui peut être adaptée en général. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est remettre en question, ça veut dire que... Remettre en question ce Exactement. qu'on connaît. Exactement, c'est de remettre en question, c'est-à-dire que voilà, donner la chance en tout cas que même si ce qu'on a vécu peut ne pas se reproduire. Voilà, c'est de remettre en question chaque situation, même si à chaque fois on pense qu'elle va être de la même manière, c'est dire ok, j'ai ce préjugé là, c'est-à-dire la personne normalement va se comporter comme de telle manière, mais non, je donne le doute, je laisse le doute pour pouvoir donner la chance en fait à l'événement. Et du coup en fait je prends conscience du préjugé, donc ça veut dire que je peux rester sur la défense, mais par contre je laisse la place au doute en allant quand même vers la personne ou vers l'événement. Ce qui est bien, c'est que du coup la contrepuissance de ça permet après du coup même de d'effacer le préjugé. C'est ça qui est bien, c'est voilà, se dire ok, ça arrivé, mais ça peut ne pas se reproduire. Même si à chaque fois, pendant 10, 20, 30 fois, on va avoir le préjugé. Ça peut être, voilà, comme l'expérience de la cité, ça peut être, je sais pas, celui qui s'est fait racketter par une personne noire, on va dire, c'est ce qui arrive assez souvent comme préjugé. À chaque fois tu vas voir une personne de telle ou telle couleur ou de nationalité, on peut avoir ce préjugé là. Par contre notre devoir à nous, c'est de se dire ok, mais peut-être que non, et forcément que non. Et donc c'est ça qu'il faut surtout avoir comme préjugé, c'est le préjugé du doute en fait. Là, on a des préjugés qui sont, on va dire, très sérieux parce que ça concerne vraiment voilà, tout ce qui concerne le racisme et tout ça qui est vraiment important aujourd'hui. Mais il y a des préjugés comme par exemple dire que, par exemple, si tu es une femme et que tu as eu beaucoup de mauvaises expériences avec les hommes parce qu'ils t'ont tous trompé, ben, c'est un préjugé de se dire que tous les hommes vont te tromper. Et c'est à toi, c'est tout un travail. Après, oui, ça peut être très long et c'est difficile parce que du coup, tu vas forcément travailler sur des expériences qui sont pas faciles pour toi, mais c'est un travail de déconstruction de quelque chose qui est très ancré, mais c'est à nous de faire le travail. En fait, le préjugé, ça fait du mal à la personne qui le ressent et ça fait du mal à l'autre personne aussi. C'est-à-dire que toi, ça veut dire que tu vas plus jamais rencontrer un homme parce que tu vas te dire, ben, ils sont tous, c'est tous des gens malhonnêtes, voilà, donc je ne sors plus avec personne. Donc tu vas potentiellement rester seul le restant de tes jours, on va dire. Vrai, ouais. Voilà. Et après, ben, ça fait aussi de la peine à tous les hommes que tu croises qui auront peut-être, ben voilà, de très bonnes intentions, mais qui au final, voilà. Et c'est pareil pour tous les autres préjugés que tu as, voilà. C'est vrai, puis ça peut être fatigant, puis alors que du coup je trouve que c'est tellement plus ludique en fait de rechercher d'où vient le préjugé. Ça peut être justement un peu comme une chasse au trésor. Pourquoi j'ai ce préjugé là, pourquoi dans telle situation je ressens tel sentiment de jugement. Donc du coup je trouve que ça peut être intéressant de chercher à chaque fois le pourquoi. Moi je dis toujours, voilà, si on trouve le pourquoi, c'est toujours une belle avancée. Et du coup, ça reste un petit jeu sympa pour faire avancer les choses. Oui, parce qu'après, on se rend compte que vraiment nos préjugés sont basés sur quoi au final? Sur peut-être un événement ou deux? Surtout si c'est des préjugés qui nous viennent de notre famille ou de notre entourage, qui au final ne nous concernent pas vraiment parce qu'on n'a pas vécu les choses. Et au final, parce qu'autour de nous, beaucoup de gens ont vécu de mauvaises expériences avec telle ou telle personne, et ben forcément, on va se dire, oui, c'est pareil pour moi. Ben non, tu as tout à fait le droit d'avoir d'autres expériences et de remettre en question ce préjugé. Tu ne remets pas en question ce qu'elles ont vécu. Certes, il y a cette personne qui lui a fait du mal, cette personne-là est mauvaise, mais ça ne veut pas dire que toutes celles qui lui ressemblent vont être pareilles. C'est vrai, justement, mais même à l'école, même à l'école primaire, justement, où beaucoup les enfants, bah voilà, ils stigmatisent, ils ont beaucoup de clans parce qu'ils jugent, lui il est ci, voilà, il peut être gros, il peut être mince, l'autre il fait pas, il est ci, il est ça. On a beaucoup à cet âge-là, donc ces préjugés-là, alors que du coup, il serait tellement plus intéressant de conseiller aux enfants, de un peu justement, de leur donner cette démarche un peu de réflexion pour pouvoir voir les choses différemment et créer quelque chose un peu de nouveau, je dirais, par rapport à notre génération là. Je sais qu'on a une génération qui se développe un peu plus, voilà, qui se bat contre ces préjugés. On est vraiment, on voit maintenant que tous les réseaux sociaux, les médias, ça avance. Et maintenant, voilà, le but, c'est de créer ça depuis petit. Je pense, ça serait bien de défaire un peu tout ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, je me suis rendu compte que justement, j'avais pas donné de définition vraiment de la stigmatisation et du préjugé, comme je l'avais fait pour la vérité. Du coup, justement, selon certains dictionnaires, donc le préjugé, c'est une opinion a priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelqu'un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou d'apparence.
Donc c'est vraiment ce qu'on avait à peu près dit. Sinon, c'est aussi une opinion hâtive et préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation, ou due à la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier. Et pour la stigmatisation, c'est la mise à l'écart d'une personne pour ces différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. On voit vraiment qu'au final, ça se base sur vraiment ce qu'on avait dit. Donc c'est selon notre milieu social, selon nos expériences, selon ce qu'on nous a appris, l'éducation, mais que c'est pas forcément la vérité, c'est une vérité biaisée. Voilà. Exactement, parce qu'en plus, chaque vérité en plus faut la remettre dans son contexte, c'est surtout ça. Nous, si on est en Suisse, on va peut-être cette vérité peut s'appliquer ici et peut-être pas en Amérique. C'est ça aussi, faut toujours bien repenser et remettre dans le contexte aussi, c'est ça aussi qui est important, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que ça te dit qu'on revienne sur le sujet du mensonge, justement, comme on l'a à peu près abordé avant? Et là aussi, je me permets de faire un petit tour des descriptions et définitions du mot mensonge dans le dictionnaire pour poser nos bases. Donc pour certains, le mensonge, c'est ce qui est illusoire, trompeur et faux. Et pour d'autres sources, le mensonge, c'est une affirmation contraire faite à la vérité dans l'intention de tromper. Donc comme on voit dans ces deux définitions, c'est bien l'inverse de la vérité. Et surtout, ça montre à quel point le mensonge, c'est mal, entre guillemets, parce qu'on parle de tromper, d'illusoire, de trompeur. Comme on l'a déjà vu dans ces facteurs qui peuvent biaiser la notion de vérité, comme dans le cas du préjugé, on doit rappeler que cette notion de vérité peut prendre plusieurs apparences selon les personnes. Or, on pourrait aussi dire que le mensonge, c'est exactement pareil. Au final, mentir pour certaines personnes et selon la situation, c'est extrêmement blessant et ça peut amener à de réels problèmes. Mais dans d'autres cas, est-ce que le mensonge peut être vraiment considéré comme quelque chose de mauvais? Alors c'est que déjà pour moi, c'est que ça peut être bénéfique et aussi à son contraire. Typiquement, donc le mensonge, ça peut être une aide de passer à des difficultés. Genre difficulté, ça peut être donc une émotion. Donc une émotion négative. Imaginons que voilà, je suis handicapé et je mens à dire que je ne le suis pas. Et donc je deviens capable. Et donc du coup le mensonge je transforme en une puissance au final. Et donc en vérité, ça peut être un peu comme du coup la loi de l'attraction. Donc et du coup le mensonge sert à passer une difficulté. En fait, on peut se mentir à soi-même pour pouvoir passer une difficulté. Au lieu de dire ok c'est vrai, donc je suis handicapé, je ne suis pas capable, et bah du coup on va se mentir à soi-même. On va dire je vais me mentir, je suis capable, alors que tout peut prouver qu'en fait on ne l'est pas. La vérité en soi réelle devant les yeux démontre aussi bien que ce soit par les médecins, que ce soit par le réel, parce qu'on a du mal à accomplir un acte. Normalement, la vérité devrait nous dire que c'est pas possible. Mais du coup, nous, on va mentir à cette vérité. On va lui dire non, c'est pas vrai ce que tu dis. Donc là, on va se mentir à soi-même pour ensuite réaliser un travail et surmonter en fait cette vérité. Et du coup, on va transformer donc ce mensonge en vérité. Et c'est ça, cette puissance de retournement de situation. Donc ça, c'est pour le côté des émotions. Donc on va surmonter cette émotion négative en positive. La notion de mensonge, elle sert aussi à protéger. Un des exemples est celui de l'épouvantail. Voilà, nous on va mettre un épouvantail, donc on va mentir comme quoi il y a une personne, donc on sait que c'est faux, et du coup ça va servir à protéger. C'est-à-dire que l'oiseau qui va venir, il va voir l'épouvantail, et lui il va croire que c'est une personne, mais en fait c'est un mensonge, ce n'est pas une personne, c'est un épouvantail. Et donc là on va réussir à protéger les champs de culture. Donc finalement là du coup le mensonge est bénéfique pour celui qui ment en fait. Donc là on a quand même une notion de bénéfice. Et puis aussi du coup donc le mensonge est utilisé aussi lorsque la vérité est à son souffle, pour celui qui l'a dit ou celui qui le reçoit, et même les parties ensemble. Ça veut dire que même si on essaie de convaincre l'autre personne de sa vérité, mais qu'on voit qu'on n'a plus d'arguments, ou que du coup la personne elle est plus capable de l'entendre, donc voilà que nous on a tout donné, on a tout déballé, que la personne est pas capable quand même de l'assimiler, là du coup on peut utiliser le mensonge pour essayer donc de faire accepter sa vérité en fait. Donc là le mensonge peut être... Ok, comment est-ce que tu ferais ça? Ça m'intéresse parce que c'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça, ouais. Donc du coup c'est un peu comme la manipulation, mais au final ça peut être la manipulation bénéfique. Typiquement, pour un enfant qui ne veut pas manger quelque chose, si on prend de ce côté-là, effectivement. Typiquement, c'est aussi simple que ça, on le fait souvent sans s'en rendre compte. C'est de la manipulation, mais en fait, c'est un mensonge. Oui, c'est vrai. Ouais, qu'on lui dit, si tu manges pas ton plat, il va y avoir, puis là, t'inventes un monstre quelconque qui va venir et puis qui va te prendre. On peut le faire comme ça, exactement, ou typiquement... Bon, après, on s'entend, je veux dire,
dire, on est conscient que c'est pas bien de mentir aux enfants non plus. C'est pas parce que c'est tes enfants qu'il faut leur mentir. Le but, c'est qu'ils mangent leur place sans clair. avoir à leur mentir. Voilà. Mais c'est vrai, voilà, là si on prend, voilà, en tant que parent, on veut que notre enfant s'alimente, Ouais. nos enfants s'alimentent, donc là, voilà, on va utiliser un mensonge, ou même dans d'autres rapports, souvent on ment à nos enfants, des fois pour avoir une réaction de leur part, Mm. que ça soit dans la nourriture, ou que ça soit pour passer une difficulté sportive, ou même ça peut être détourné un peu en encouragement. Oui, bah après, c'est vrai que du coup, le mensonge bénéfique, on va dire, c'est vraiment, comme tu l'as dit au tout départ, le mensonge qu'on se fait à nous-mêmes pour s'auto-persuader qu'on est capable, alors que peut-être qu'on ne s'est pas assez entraîné, ou peut-être qu'on a une certaine difficulté, par exemple, à un niveau physique. Mais on se persuade tellement, on se ment à nous-mêmes, et c'est justement ça qui fait qu'on va être capable, parce qu'il faut forcément à un moment ou à un autre, c'est comme la phrase, bon elle est en anglais, c'est fake it till you make it, donc c'est vraiment faire semblant jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on a envie de faire. Et puis comme je dis, voilà, pour moi, c'est la notion, c'est voilà, c'est la vérité, c'est quand la vérité atteint son souffle, ça veut dire qu'on n'arrive plus avec la vérité. Pour moi, le mensonge doit être utilisé dans ce cas-là, quoi. C'est Voilà. vraiment quand ce qui est, on n'arrive plus, Mhm. c'est comme un dernier recours, bien sûr. Donc au final, mentir, au final c'est normal, parce qu'on le fait régulièrement, qu'on Tout le à veuille fait. ou non, d'une certaine manière, tant que c'est pas mentir, tant que le mensonge ne blesse personne. C'est ça. Moi, je dirais, en fait, tant qu'on en a conscience, tant qu'on a conscience Oui. du pourquoi, en fait, du moment qu'on comprend pourquoi on ment, on n'est pas vraiment dans une grande manipulation grave. Parce que si on sait l'objectif, en fait, du mensonge et on sait le rapport bénéfice-risque, hein, comme tout est calculé comme ça, là, je pense des fois, on peut se permettre, de faire ce genre de choses-là. Hein. Mhm. Oui, donc en fait, on ment pour des fois ne pas faire de la peine à quelqu'un ou pour lui faire plaisir. Après, ça dépend aussi le degré. Si par exemple quelqu'un, elle s'est acheté de nouveaux habits puis elle est vraiment vraiment fière de ses habits. Bon, alors là, tu as le choix de dire bah c'est très joli alors que t'aimes pas du tout pour lui faire plaisir, ou alors tu as le choix de lui dire, et moi c'est généralement ce que je préfère, c'est lui dire ben ça te va bien, si c'est le cas, hein, parce que si ça lui va pas, je pense qu'en tant qu'amie c'est bien de lui dire, mais si ça lui va bien, bon, tu peux lui dire ben ça te va bien, moi personnellement c'est pas mes goûts, je me serais pas acheté ça, mais ça te va bien effectivement. Donc là, à voir comment est-ce que tu as envie d'agir, est-ce que tu as envie de mentir et de dire oui c'est joli et puis de passer à autre chose, ou si tu as envie de cultiver plutôt la sincérité et la vérité. Mais dans ce sens, c'est pas un mensonge trop méchant qui a l'intention en fait d'abuser de la personne. D'ailleurs, j'avais lu qu'on distingue vraiment deux types de mensonges. Il y a les mensonges qu'on dit égoïstes et les mensonges altruistes. Et par exemple, un mensonge égoïste, c'est vraiment dans le but d'obtenir un avantage, de vendre par exemple quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'en a pas vraiment besoin pour que justement ça nous rapporte de l'argent. C'est par exemple pour donner une bonne image de soi ou de protéger son image aux yeux de son interlocuteur. Alors on va exagérer peut-être un peu nos qualités, on va prendre soin de vraiment masquer ses défauts. Ça, je pense typiquement aux applications de rencontres. Si tu es sur une application de rencontre, généralement tu vas montrer que tes bons côtés. Donc c'est un peu un mensonge égoïste parce qu'on n'a pas que des bons côtés, on a tous des défauts et voilà. Et par contre, on va camoufler ces défauts, on va peut-être pas dire que, je sais pas, qu'on passe 4 heures devant un jeu vidéo, on va plutôt dire, j'aime surtout être dehors avec mes amis, etc. Puis en fait, tu vas te dévoiler au fur et à mesure de la relation, puis tu vas voir qu'au final, c'était un mensonge égoïste parce que c'était pour te montrer sous ton meilleur jour. Et ce qu'on appelle les mensonges altruistes, c'est plutôt quand on ment pour faire plaisir ou pour ne pas faire de la peine à quelqu'un. Et tout ce qui est, la personne a acheté des vêtements, on peut mentir. Et certains psychologues, en fait, vont appeler ça comme des mensonges défensifs parce que le but, au fond, c'est de préserver la relation qu'on a avec l'autre personne. On ment par peur d'être privé de l'amitié ou de l'amour de l'autre. Et ceux qui ont tendance à dire tout ce qu'ils pensent et qui vraiment sans filtre ou qui disent justement la vérité tout le temps sans faire ces petits mensonges justement, ils sont très sûrs d'eux et ils redoutent pas de perdre cette personne généralement. Ou alors ils sont conscients que c'est pas parce qu'ils disent la vérité
peut-être un petit peu blessantes, qu'ils vont perdre la personne. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, la personne va recevoir cette vérité. Ça va peut-être être un petit peu blessant, mais elle va comprendre. Voilà. Ça peut être bénéfique justement aussi de ce côté-là, c'est vrai. Exact, oui. C'est comme dans les rêves en fait. Il y a des choses on vit des choses et puis du coup on peut pas forcément des fois les raconter donc à notre conjoint. Oui, quand tu vis, donc quand tu rêves de quelque chose la nuit et puis qu'après tu te réveilles, puis... Bien sûr, voilà. c'est souvent des fois un peu des rêves un peu hors contexte de la moralité. On voit très bien dans l'exemple dans lequel quand on vole, tu sais très bien que c'est impossible de voler et pourtant quand tu rêves, tu y crois. Enfin, t'as vraiment l'impression de voler, tu le ressens, tu es au bout des doigts, tu sens le vent. Là c'est la même chose et souvent nos rêves sont un peu, il y a toujours une partie un peu érotique et donc forcément des fois cette vérité-là ne peut pas être dite dans tous les couples. Et là du coup ça peut être pour préserver un peu du coup voilà, c'est comme si tous les matins on se levait et puis on racontait à notre partenaire qu'on avait fait des ébats ou autre avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un mensonge altruiste là. Exactement, là c'est pas un mensonge altruiste. Mais au final, voilà, on est conscient que c'est impossible de vivre sans mentir. Exactement. De toute façon, on est obligé de mentir. Un jour ou un autre, on est obligé de mentir. C'est pour vivre dans la société vraiment et préserver certaines relations. On est obligé, mais ça fait pas de nous quelqu'un de diabolique. Exactement. Comme tu disais avant, très bien, l'important c'est de savoir que mentir, c'est pas très bien. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait toujours dire la vérité parce que c'est amoral. Et ce qui distingue vraiment le menteur, on va dire, lambda ou le petit menteur et du vrai menteur qui parfois peut aller jusqu'à la mythomanie, mais bon, bref, on va pas aller jusque-là. C'est vraiment ça, c'est cette différence, c'est celui qui sait que mentir c'est mal et qui le fait vraiment parce qu'il est un peu obligé ou dans certaines circonstances, et celui qui le fait tout le temps parce qu'il pense qu'à lui et du coup il n'a jamais de relation sincère aussi. Il se montre sous un autre visage, il présente une vérité qui n'est pas cette vérité-là et pour au final, soit l'autre personne le découvre, parce que du coup on revient au fait que la vérité va se découvrir d'elle-même et voilà, ça va arriver au point où l'autre personne elle découvre que tu as menti, que tu n'es pas la personne que tu es réellement, enfin que tu disais être, et ça va casser la relation. Soit tu le dis dès le départ, t'es clair et la personne au moins elle peut dire bon tu as été honnête avec moi et elle choisit consciemment d'être avec cette personne-là ou de ne pas être avec la personne. Comme je dis souvent le choix c'est la vie, il vaut mieux avoir le choix plutôt que de ne pas l'avoir parce que si on l'a pas, c'est vite restreint et c'est pas très sain quoi. Bien sûr. Alors que si on a le choix, on peut aller à droite ou à gauche, on sait qu'on peut y aller de plein gré. C'est vrai que quand on ment, c'est parce que des fois on redoute la vérité, on redoute de dire la vérité à la personne. Des fois on a besoin de dire quelque chose, mais on va mentir parce que on sait que ça va faire de la peine à l'autre personne, donc limite on préfère souffrir un petit peu nous, et c'est presque des réflexes instinctifs de se dire socialement je préfère mentir parce que ça passera mieux que de dire la vérité. Donc au final, est-ce qu'on peut répondre à cette question de est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ? Alors, grand débat. Ça, c'est toujours la même question. Vaut mieux dire que oui, ça c'est clair, parce que ça sera toujours plus bénéfique plutôt que dire le mensonge, parce qu'après on doit soit continuer à mentir, ou soit du coup se mentir, on va finir par se mentir à soi-même de toute manière. Oui, c'est ça. Et créer une illusion, une double personnalité, une double vie, et ça c'est impossible. Maintenant voilà, on peut mentir par moments, c'est des choses momentanées, où on a vraiment pesé le pour et le contre, du moment que c'est maîtrisé. Maintenant voilà, tout a une limite, ça c'est clair. Oui, parce qu'il faut pas justement que ça devienne... Enfin, la finalité, il faut pas que ça soit quelque chose de malhonnête, vraiment au final, tu vois. C'est ça. Je veux dire, si on répond oui à la question ça va alors que ça va pas, c'est des petits mensonges futiles parce qu'on sait qu'on va peut-être pas dire non ça va pas à une personne qu'on connaît à peine qui te demande par politesse si ça va. C'est vrai. Tu vas pas lui dire non ça va pas parce que si ça mon chat il est malade et puis du coup j'ai perdu mon emploi et tout ça. Puis ça fait beaucoup trop d'informations. Tu sais pas que si la personne a du temps déjà de consacrer déjà. Ça c'est clair, tu vois, c'est son temps. Mais c'est vrai que ça serait une bonne expérience n'empêche à faire sur une semaine et voir le retour. Ouais. Ça me dirait bien de dire la vérité à chaque fois qu'on me demande si ça va. C'est vrai que moi hier j'avais du temps, je suis parti faire mes courses et puis je suis parti dans une petite supérette. Et puis c'était la première fois où j'allais et puis on a commencé à discuter un peu sur le mode de vie et puis on a commencé à raconter ce qui n'allait pas en fait. Ah ouais. Donc c'est drôle parce que du coup on a passé 15 minutes à raconter ce qui n'allait pas, notre point de vue. Alors c'est vrai que je suis
j'ai intégré directement la conversation comme ça, mais Mhm. bon, j'ai vu que la boutique était vide et que moi j'avais T'avais du le temps. Bien sûr. Donc à ce moment-là, j'ai vu que je pouvais me permettre. Ouais, effectivement. Non. Mais à tester en tout cas, si vraiment les gens sont prêts à tout abandonner pour nous consacrer du temps. Ouais, c'est ça, en fait, ça serait intéressant. Puis le fait de se dévoiler à des personnes qui nous connaissent pas vraiment, c'est intéressant parce qu'on va avoir un retour différent de nos amis ou notre famille à tester, effectivement. Et justement aussi, l'ignorance, en fait. Le fait de ne pas savoir du tout la vérité. Ce qui pourrait découler un peu du mensonge, hein, voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses de l'ignorance? De ne pas savoir quelque chose. Bah là pareil, ça peut être super bénéfique. Si on prend l'exemple d'un mari donc qui est trompé par sa femme ou l'inverse, bah du coup c'est clair, si on prend l'extrême, bah, si t'en as conscience, du coup si tu sais la vérité qu'elle te trompe ou qu'il te trompe, tu vas finir avec ton mariage. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que tu vas détruire ton mariage, tu vas sûrement avoir de l'influence sur tes enfants et tu peux aller dans l'extrême comme certains, bah tuer leur femme. Donc on peut vraiment se retrouver donc dans des situations très grave, hein, si on le sait. Alors que si on le sait pas que notre femme ou notre homme nous trompe, et ben on pense qu'on est toujours aimé et puis donc on va continuer notre vie telle qu'elle est maintenant et ça peut durer des années. Donc et tout se passe bien finalement, on va sauver notre couple et puis on va rester ensemble, les enfants vont bien se comporter. Donc en fait voilà, donc finalement l'ignorance aussi dans ce côté-là peut être bénéfique. Et puis sinon, je sais pas si t'as un exemple éventuellement à donner. Alors moi, effectivement, pour ton exemple, je suis d'accord, le couple. Après, c'est vrai que, bon, moi, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on aimerait mieux savoir que notre C'est clair. partenaire nous a trompés, puis divorcer. C'est mieux, je pense, que d'être dans l'ignorance, parce que je pense pas que c'est très agréable, surtout quand tu l'apprends plusieurs années après. Ça doit faire mal, quoi. Bien sûr, c'est un exemple qui prend pas en compte du tout, hein. C'est vraiment pour schématiser des extrêmes en fait, Ouais. pour donner un regard assez percutant. Bien sûr que en soi, si on sait que la personne, enfin on le ressent même avant qu'elle nous trompe de toute façon, Oui. et donc les enfants vont déjà tirer la gueule, et puis nous on va déjà se prendre la tête avec notre partenaire, donc forcément Voilà. c'est pas juste Ouais, bien sûr. question de tromperie quoi. Mais dans le sens où donc l'ignorance serait bénéfique. Alors moi je sais pas vous, mais je pense que beaucoup de personnes le font quand vous avez, je sais pas, mal à la tête, vous avez mal à une certaine partie du corps, vous allez chercher sur internet pourquoi vous avez mal, est-ce que ça pourrait être, et là du coup vous avez toutes les maladies du monde. On meurt demain. Voilà. Et ça par exemple, c'est quelque chose où l'ignorance serait bénéfique parce qu'on n'a pas besoin de savoir qu'on pourrait potentiellement avoir 50 maladies différentes. Hein. Je veux dire, si ça se trouve, c'est juste parce qu'on a mal et on va juste commencer à paniquer. On va, je sais pas, on va avoir mal au ventre et puis du coup on va se rajouter encore des Ça, c'est symptômes. clair, C'est c'est clair. ridicule. Donc dans ce sens-là, oui, l'ignorance, on n'a pas trop besoin de savoir ce genre de choses, quoi. C'est vrai. L'ignorance, c'est la liberté aussi. Mhm. C'est la liberté de l'être humain parce que si le fait d'ignorer ce qu'on fera forcément peut-être demain de telle manière ou ce qu'on fera, c'est l'ignorance. On ne sait pas ce qu'on va faire, ce qui nous permet d'être libre. Effectivement, c'est ça, c'est la liberté, c'est de se dire que voilà, l'autre personne, on sait pas ce qu'elle va faire non plus, et voilà, c'est ce qui rend l'être humain libre, et puis c'est très bénéfique ça. Exactement. Alors concrètement, en fait, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Pour ma part, oui. Hein. Dire la vérité, ça pourrait se mêler donc à l'affirmation de soi, développer de l'assurance et augmenter en sagesse. En étant affirmé, on va dire qu'intellectuellement, on est en symbiose, puis émotionnellement. On dit ce qu'on ressent et puis on dit ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on est vraiment en symbiose, on est ensemble. Mhm. Donc pour moi, la vérité, c'est ça aussi, c'est être bien avec soi-même. Oui, effectivement, parce que devoir mentir pour dorer son image ou pour se faire accepter des autres ou comme ça, au final, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut pas plutôt être accepté pour ce qu'on est, pour ce à quoi on pense, comment on le pense? Je pense qu'on a tout intérêt à dire la vérité. Ça nous causera moins de problèmes plus tard. Et puis, ouais, on se sent mieux, quoi, quand on a dit la vérité, on a dit ce qui était... Voilà. Et puis... On n'a pas à se préoccuper de savoir si l'autre va découvrir notre vérité et tout ça. Donc effectivement, moi aussi, je pense qu'il faudrait toujours dire la vérité. Après, il y a des exceptions, comme on a vu avant. Est-ce qu'il faut toujours dire, par exemple, la vérité aux enfants? Si, par exemple, ça peut leur faire de la peine, ça peut peut-être les traumatiser. Est-ce que tu as vraiment envie de dire ça? Donc je pense que oui, la vérité est toujours bonne à dire, mais il faut vraiment comprendre dans quel contexte on va la dire, comment et pourquoi. Alors, peut-être pour terminer cet épisode, eh bien en fait, il y a quand même beaucoup de philosophes qui ont abordé cette notion de vérité. On l'a vu au travers de nos recherches pour préparer cet épisode. Du coup, je pense qu'on pourrait en mentionner deux, peut-être, pour, voilà, histoire que les gens puissent aller peut-être s'informer s'ils veulent en savoir plus. Est-ce que toi, t'en Bien sûr, aurais parce un? que c'est vrai qu'ils ont tous mis un peu leur petite touche, hein, justement sur la vérité. De toute
attends, le but de la philosophie, c'est un peu de comprendre la vérité, en fait. On Mm. cherche tous ça, d'ailleurs, la vérité, elle est là partout. Donc, un philosophe, moi, que j'apprécie, c'est donc David Hume. C'est un philosophe, écrivain et économiste du XVIIIe siècle. Et en fait, de lui, il avance que les habitudes créent la croyance. Donc voilà, ce qu'on fait par habitude crée ce qu'on croit, mais que par contre, cela ne garantit pas la véracité des faits et des choses. Donc ça ne veut pas dire que, voilà, que tout ce que les habitudes sont vraies, en fait. Il fait donc partie des sceptiques, donc pour qui la connaissance empirique, en fait, n'est pas rationnelle et justifiée. Donc pour résumer, en fait, ce qu'il dit, c'est que répéter n'est pas prouver. Et la connaissance empirique, du coup, c'est cette connaissance qu'on acquiert au travers de l'observation et de l'expérimentation par les sens. Exact. Donc en fait, ce qu'il dit, si j'ai bien compris aussi, c'est que on peut pas se fier à cette connaissance-là, en fait, à cette connaissance empirique. Exactement, qui sont aussi donc les sens, en fait, Voilà. Les 5 sens, Voilà. justement. Et justement, c'était ce qu'on disait au départ avec l'expérience du crayon dans l'eau. On voit bien que malgré que nos yeux nous disent, oui, effectivement, le crayon il est coupé dans l'eau, et ben en fait c'est juste une illusion. Et qu'on peut pas se baser là-dessus pour se dire, c'est la vérité. Exactement, c'est exactement ça. Moi, je citerai Edmund Husserl, un philosophe autrichien qui est en fait considéré comme l'un des plus grands penseurs du XXe siècle et qui est le fondateur d'une méthode philosophique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la phénoménologie. Et son but à cette méthode philosophique, c'est de retourner aux choses elles-mêmes. Donc, en quoi ça consiste réellement ? En fait, c'est la prise en compte de l'expérience vécue par les individus dans leur recherche de vérité scientifique. Husserl, il va chercher la solution dans le vécu, dans l'expérience qui est sollicitée par la conscience personnelle. Pour lui, il n'y a rien qui est figé dans la science et c'est la conscience de l'homme qui va donner un sens à la réalité qu'il observe et donner un sens, c'est le propre de l'homme justement, parce qu'il est constamment en quête permanente de vérité. Donc si ça vous intéresse d'aller regarder un petit peu ce que ces deux philosophes font, n'hésitez pas. On mettra en barre de description des liens si jamais. Voilà, moi sinon j'ai un livre aussi à conseiller qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon étape de développement. C'est un livre de Charlie Kangui qui s'appelle Savoir s'affirmer en toutes circonstances. Il peut être en petit format et aussi en grand format un peu plus détaillé, en tout cas qui est génial avec des petits exercices. Je pense que pour petits et grands, c'est super en tout cas pour pouvoir aider à discuter, avoir une certaine forme de posture, de langage et en même temps des exemples concrets et qui peut être en fait vraiment Ouais, chouette, merci, je mettrai en tout cas le livre en barre de description. Super, impeccable. Voilà. Je suis ravi. Et en tout cas, merci beaucoup David pour cette discussion très enrichissante. On voit à quel point il y a des notions qui sont quand même plutôt abstraites ou qui sont justement sujettes à beaucoup de facteurs que l'on prend pas forcément en compte. Quand on dit de façon si anodine, c'est la vérité. En fait, on oublie tout ce qui tourne autour de cette vérité et de tous les biais cognitifs que l'on a. Ça amènera sans aucun doute beaucoup de réflexion à tous ceux qui nous ont écoutés. En tout cas, un grand merci pour ton temps. Merci à toi aussi, j'étais ravi. Et merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'écoutez sur YouTube ou à laisser une note ou un commentaire si vous l'écoutez sur une autre plateforme. Si vous souhaitez retrouver les autres épisodes du podcast, ils sont tous disponibles sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Spotify ou encore Deezer. La page Instagram du podcast sera également en barre de description si ça vous dit d'aller la suivre. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.